Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 10e épisode du balado Sport amateur, les Laurentides en action. Mon nom est Antoine Meunier. Très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans cet épisode spécial tennis avec une athlète reconnue des Laurentides de Blainville précisément. J'ai nommé Alexandra Wozniak. Un gros merci Alexandra d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Écoute, c'est la moindre des choses. Une carrière splendide que j'ai très hâte qu'on discute ensemble. Mais avant tout, je veux remercier les gens de Décathlon Boisbriand de présenter cet épisode aujourd'hui. Et si vous voulez aller les voir, c'est le temps. Ils ont reçu leur toute nouvelle gamme de vélos, vélos de route, vélos hybrides, vélos de montagne. Passez les voir, il y en a pour tous les goûts. Et les gens de Décathlon sont vraiment super, une équipe incroyable. Un grand espace aussi. Ils ont vraiment de tout avec différentes stations qu'on peut essayer les choses, que ce soit un panier de basket, un vélo, peu importe. Ils ont vraiment plein de trucs qu'on peut essayer. Alors, c'est vraiment génial. Je vous dis, allez les voir. C'est facile d'accès, situé en bordure de l'autoroute 15 et l'autoroute 640 au Faubourg Boisbriand. Alors, un gros merci aux gens de Décathlon Boisbriand de présenter cet épisode aujourd'hui. Alors, la commandite du jour est faite. C'est le temps qu'on jase, Alexandra. Alors, un gros merci, comme je disais, d'être avec nous. Puis, j'ai envie qu'on parle de ta belle carrière, mais aussi des choses qui s'en viennent de ton côté dans les prochains mois. On a eu rapidement le temps de discuter ensemble avant le podcast. Là, c'est vraiment super intéressant. Alors, écoute, j'ai envie de faire une petite présentation de ta carrière pour que les gens puissent connaître l'ampleur de ta belle carrière parce que pour vrai, tu as été, disons-le, une pionnière dans ton milieu. Et puis, je te connais depuis longtemps. Là, on est pas mal dans la même tranche d'âge. Là, fait que je te suivais. Malheureusement, je n'avais pas ton talent au tennis, mais j'aime beaucoup le tennis. Alors, écoute, ben, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es aujourd'hui âgé de 34 ans, native de Blainville. Écoute, tu as été droitière pour ceux qui se demandent au niveau du tennis. Tu as été la 21e raquette mondiale en 2009, qui est le plus haut classement que tu as réussi à atteindre, mais qui était également, tu as également gagné ton premier tournoi en 2008, le tournoi de Stanford en Californie, et qui était en fait devenue la première Québécoise victorieuse d'un tournoi de la WTA, ce qui était un exploit assez remarquable parce qu'il n'y avait pas grand Québécoise dans la WTA. Dans les années que tu étais, il y avait Stéphanie Dubois de mémoire, puis c'était pas mal ça, c'était pas mal tranquille, disons-le. Puis tu as vraiment mis le Québec sur la map au niveau du tennis. Et là, on a vu par la suite toutes les autres qui en ont découlé, en fait, que ce soit des Félix Auger-Aliassime et compagnie, Chapovalov au niveau du Canada également. Bref, puis Léla Annie Fernandez aujourd'hui, il ne faut pas oublier au niveau féminin là, qui a vraiment un beau parcours. Et puis, ben écoute, tu as également ton meilleur résultat en carrière au niveau d'un tournoi du Grand Chelem. C'est un 4e tour que tu as atteint, en fait, à Roland-Garros, également en 2009. Donc, c'est une très bonne année pour toi, 2009. Et ben, tu as pris ta retraite à un très jeune âge, 31 ans, il n'y a pas tant longtemps, 2018, par de nombreuses blessures, en fait, qui t'ont affecté là, dans les dernières années de ta carrière. Et puis, bref, j'en laisse pour le podcast, le balado, excusez-moi, en bon français. J'ai envie qu'on en parle ensemble. Alors, parle-nous de ta belle carrière, Alexandra. Quand est-ce que tout ça a débuté, ton amour pour le tennis? Vraiment, ma passion a commencé très jeune. J'avais 3 ans. J'allais aux entraînements de mon père et ma sœur. Puis c'est vraiment ma sœur qui m'a inspirée en la regardant s'entraîner avec mon père, puis en devenant championne canadienne. Je voulais être comme elle. C'était vraiment mon inspiration. Puis j'ai demandé à mon père de m'entraîner. Fait que c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Ensuite, j'ai joué les tournois régionaux, tout ça, à l'âge de 7 8 ans. Puis tu fais tous les tournois à travers le Québec. Après les nationaux, j'étais championne canadienne plusieurs fois. Puis mon premier tournoi professionnel, j'étais très jeune. C'était à la Chine que j'ai gagné. J'avais 14 ans. Fait que c'était vraiment les débuts. Puis vraiment, je voulais devenir un jour comme jouer professionnel, comme mon idole, Monica Seles, quand mon père m'a amené dans le temps, ça s'appelait le Stade du Maurier, là, Ben oui, maintenant c'est aujourd'hui. l'Omnium Banque Nationale, Ouais, c'est pour la Coupe exact. Rogers. Ouais. Fait que je voulais faire partie des meilleures joueuses au monde. Puis c'était un rêve de petite fille. Fait que, tu sais, vraiment, c'était qu'un rêve au début. Puis les morceaux de cassette, ils sont tous comme collés ensemble. Puis je suis allée professionnelle et le sport, tout ça. Puis c'est vrai, j'étais la seule Québécoise parmi les 50 meilleures joueuses au monde. On était 1400 joueuses. Puis Et j'ai atteint le sommet 21e. Mais tu sais, il y a eu beaucoup, c'est ça, des obstacles, tout ça. Mes parents ne connaissaient rien du tennis. Fait que j'avais pas des entraîneurs certifiés ou quoi que ce soit.
Puis le tennis, il n'était pas populaire. Fait que même dans le temps de ma sœur avant, là, tu sais, elle était championne canadienne, tout ça. Mais maintenant, on voit à la télé, ils montrent beaucoup plus de tennis, tant Ben que oui. chez les femmes et les hommes. Puis c'est vraiment beaucoup plus populaire. Puis il y a beaucoup mieux d'encadrement pour les jeunes. Il y a beaucoup d'appui, il y a du support financier qui aide à permettre à réaliser les rêves des jeunes, de nos sportifs. Donc, c'est vraiment, j'ai eu une belle longue carrière. Puis oui, j'ai eu des blessures. Tu sais, c'est hors de notre contrôle quand ça arrive, tout ça, parce que c'est quand même un horaire très chargé. On compétitionne de janvier à novembre. Tu n'as pas beaucoup de temps pour de récupérer. T'as du temps quand tu ne joues pas des matchs, tu t'entraînes 6 à 8 heures par jour sur le terrain, Yeah. hors terrain. C'est des très longues journées, mais tu sais, quand tu es passionné, là, les sacrifices, c'est facile à faire, puis les choix, puis la routine qui va avec tout ça. Fait que j'ai eu quand même une longue carrière. C'est sûr, je pensais pas que quand que j'ai pris ma retraite en décembre 2018, c'était ma dernière année, mais j'avais eu une grosse chirurgie à mon épaule droite quelques Ah, années avant. Puis là, mon genou, ma nouvelle blessure, et probablement j'aurais dû avoir une autre chirurgie, mais à mon genou. Fait que c'est beaucoup de temps de repos, de récup que tu perds. Puis ça veut dire que tu perds ton classement, tes points, puis tu recommences à zéro, comme j'ai déjà ah. recommencé plusieurs fois. Fait que ça... Mais le sport t'apprend des belles valeurs, tu sais, la persévérance, t'apprends d'être responsable, d'être discipliné, t'amènes beaucoup de belles choses quand même que tu t'en sers de la vie de tous les jours. Fait que je suis très Tellement. reconnaissante de l'appui puis du support que j'ai eu pendant ma longue carrière. Wow, ben oui, effectivement, tu nous as beaucoup inspiré dans ta belle carrière que tu as eue, tu sais, par des belles performances également que tu as eues à l'époque qui était à la Coupe Rogers, là, aujourd'hui l'Omnium Banque Nationale. Là, puis, tu sais, je Ouais, me souviens des beaux matchs en soirée également à Montréal, là, que les gens te supportaient, l'ambiance était électrique. Tu sais, les gens étaient vraiment derrière toi, de la communauté québécoise, là, vraiment te supportait à travers tes tournois que tu as eu jusqu'à Roland-Garros et compagnie. Là, vraiment, je me souviens très bien de ce support-là. Puis j'imagine de ton côté, tu sais, ça a dû être un moment spécial que tu as vécu avec les Québécois. Là. très spécial. Et à chaque fois que je jouais dans le temps la Coupe Rogers à Montréal, je me sentais supportée. Les gens criaient dans la foule, ils t'applaudissaient. Puis ça t'aidait à te surpasser dans les moments comme serrés du match. Puis grâce à mes performances, ma meilleure performance en tant que Québécoise du tournoi, là, c'était quart de finale. Puis Oui. grâce à ça, en 2019, je suis rentrée dans le temple de la renommée du tournoi de la Coupe Rogers pour la première Québécoise qui s'est rendue aussi loin des performances. Fait que j'ai vécu beaucoup de beaux moments que je ne vais jamais oublier. Également, j'étais la première Québécoise enceinte de représenter le Canada pour aller aux Jeux olympiques de Londres en Oui, 2012. c'est vrai, Fait j'avais oublié ce que détail-là. c'était des moments très spéciaux. Puis, fait que je suis vraiment reconnaissante, même si ma famille, ils connaissaient rien du tennis. Mon père, il a vraiment appris à lire des livres, là, tu sais, il a appris le Wow. sport en lisant des livres, en regardant, puis tout ça. Parce que lui, il jouait au soccer en Pologne. Oui, c'est Fait que, ça, il est tu sais, d'origine polonaise, là, ton père. ouais, il n'a jamais Ouais. touché de raquette comme ma mère, elle jouait au volleyball là, en secondaire, mais fait Pas que pareil. les rêves se réalisent quand vous y croyez, vous mettez vos efforts, mais vous lâchez pas, puis vous avez vos objectifs en avant de vous, là, tout est possible. Ben oui, effectivement, c'est une belle façon de le voir parce que c'est vrai que tout est possible. Tu sais, c'est beaucoup de sacrifices que non seulement toi, mais ta famille également ont mis dans ce beau projet-là qui est devenu une belle carrière au final, des belles réalisations, tout ça. Mais tu sais, ça part vraiment du support de la famille. Tu sais, je donne aussi des conférences au niveau scolaire, justement, à des jeunes, mais aussi aux parents. Puis c'est ce que je leur indique. Tu sais, on fait toutes des. Aujourd'hui, on fait, toi comme moi, on fait ce qui nous passionne dans la vie, mais c'est là la différence entre les gens qui font ce qui leur passionne dans la vie et d'autres qui, malheureusement, font des travails qui les intéressent un peu moins parce qu'au départ, ils n'ont peut-être pas autant cru que c'était possible, mais tu sais, il y Mhm. en a qui le réalisent, mais les parents ont leur mot à dire là-dedans. Les parents, c'est l'encouragement qu'ils peuvent donner à leurs jeunes de croire en eux, de croire en leurs rêves, mais ça part vraiment là, d'un jeune âge. Là, ça part d'un petit rêve d'enfant qui devient un rêve possible adolescent et qui devient une carrière une fois adulte. Puis, toi, tes parents t'ont vraiment supporté là-dedans. Là. Ça fait toute la différence, le support, surtout dans les moments plus difficiles où que, tu sais, c'est facile d'abandonner, mais lâche pas, continue, puis ça va porter fruit. Puis c'est vraiment ça, ils m'ont tout le temps supporté, puis ça fait que je suis allée loin vraiment grâce à leur support et d'avoir été là présent dans ma vie. Ça a vraiment porté fruit, hein. Ah, effectivement. Écoute, en parlant de ta belle carrière, là, je suis tombé sur un match qui m'a
rafraîchir un peu la mémoire, là, mais tu as déjà battu Serena Williams. Quand Mhm. même, là. C'est Ah ouais, incroyable. Là. c'est une légende, là. Elle est une légende, une championne. C'était mon premier titre de la WTA. Avant, je m'avais rendue en finale au Maroc d'un WTA. J'avais perdu en finale. Puis aussi, j'avais fait comme des demi-finales à Pontevedra, d'autres tours de WTA. Mais en route de ma victoire de ce championnat-là à Stanford, j'avais gagné contre Serena. Et c'était Incroyable. un moment très spécial. Il faut que tu restes très concentré parce que, tu sais, elle est intimidante et tout ça. Il fallait Ouais. vraiment que je sois vraiment dans ma bulle pour ne pas me laisser intimider. Puis c'était une belle victoire pour moi. Hey, ça doit être incroyable. Tu sais, qu'est-ce qui est le plus difficile d'affronter? Parce qu'on ne parle pas d'une Serena en fin de carrière. Là. Elle était vraiment comme dans le prime de sa carrière. C'est sûr qu'il y a eu quand même des up and down, là, un peu de blessures de son côté aussi. Mais Mhm. quand même, là, tu sais, de l'affronter, qu'est-ce qui est le plus difficile pour contrer Serena Williams? C'est vraiment de rester très concentré sur ton plan de match, puis pas de laisser s'affecter au devoir, tu sais, de penser que qui qu'elle est, hein, la légende, la championne Ben de oui. tous les grands chelems. C'est vraiment, il faut que tu restes fort dans ta bulle, bien concentré, puis bien anticipé, parce que quand elle frappe, tu sais, ses balles viennent pesantes et tout ça, fait qu'il faut vraiment que tu sois toujours prête, alerte d'aller chercher chaque balle, puis de les jouer avec beaucoup de précision puis avec un bon plan de match là, pour vraiment pouvoir livrer une bonne performance contre elle. Ah, c'est incroyable parce qu'on la regarde, là, tu sais, même, tu sais, elle a eu un enfant, elle revient au jeu, tu sais, c'est pas la fille la plus rapide là, sur le circuit, loin de là, mais une des plus puissantes, là, certainement, mais je veux dire, à quel point que je me dis tout le temps, il me semble qu'elle n'est pas tant rapide, il me semble que c'est facile de la faire déplacer à gauche, à droite, puis tu sais, faire un amorti proche du filet, puis de se dire, ben regarde, je vais réussir à la faire bouger pour, au final, tu sais, gagner des points, mais peu importe, on dirait qu'elle réussit toujours à tirer son épingle du jeu. C'est incroyable, là, comment qu'elle fait. Je ne sais Elle pas est c'est quoi son secret. incroyable, elle est vraiment une des plus puissantes joueuses de tennis au monde. On n'a jamais. Ils ont tellement changé le tennis, là, c'est tellement plus rapide, plus physique, là, les sœurs Williams. Et c'est toujours un combat, tout un défi pour chacune des joueuses qui l'affrontent à l'autre côté du filet. Puis elle a une force là, incroyable que tu ne peux pas retrouver chez aucune autre joueuse encore sur le circuit. Ah, effectivement. Puis, tu sais, on voit vraiment justement le tennis qui évolue au niveau du tennis féminin aussi, de plus en plus relevé. Toi, c'est quelle, en fait, joueuse que tu as affrontée? Ça peut être Serena, ça peut être n'importe quelle autre, mais quelle joueuse qui t'a le plus impressionné par son niveau de jeu? Il y en a eu plusieurs. Tu sais, d'ailleurs, oui, dont Serena Williams. J'ai joué aussi contre Venus Williams, qui, elle, joue un tennis encore plus rapide que sa sœur Serena. Serena, c'est plus en force. Puis, je peux te dire, aux Jeux olympiques, sur gazon, dans le stade de Wimbledon, c'était tout un défi cette journée-là de jouer Venus Williams. Puis, À une autre fois, je l'avais Wimbledon. affrontée à Miami. J'avais passé à un cheveu de gagner. J'avais un point de match Ah à non. Miami sur le central. Puis c'était un gros match, une bataille là, de plus de 3 heures dans la chaleur de Miami puis l'humidité. En 3 manches, j'avais perdu. Mais c'est vraiment des joueurs qui se démarquent. J'avais aussi joué contre Marion Bartoli qui a gagné Oui. Wimbledon. Puis elle, c'est un style très que tu ne vois pas tous les jours. Comme Monica Seles, elle frappait à deux mains des Oui. deux côtés. Fait que la balle, elle vient avec une certaine puissance qui n'est pas évidente. Fait qu'il faut vraiment que ton plan de match, là, ta stratégie soit bonne pour pouvoir les affronter puis gagner. Ah ouais, parce que t'as affronté des grandes joueuses. Là. Je pense à Caroline Wozniacki, je Oui, pense également c'est à Amélie Mauresmo. Tu as quand même eu des gros affrontements, des joueuses mythiques dans l'histoire. Là, tu sais, Yelena Jankovic aussi, qui a été quand même une numéro 1 mondiale pendant un certain temps. Là. Bref, c'est vraiment une carrière qui a eu beaucoup, beaucoup d'adversité. Puis dans une époque où le tennis féminin était très fort aussi, là, tu sais, il y avait quand même des légendes parmi ces années-là que tu as joué. Tu sais, puis quel tournoi, en fait, que tu as joué, que ce soit des grands chelems et compagnie, là, mais que tu as trouvé le plus mythique, le plus spécial, que ce soit Roland Garros, Wimbledon? Y en a-tu un vraiment que tu as trouvé ton préféré à toi? Là, tu sais? moi, c'est Roland Garros, mais j'aime tous les 4 grands chelems, l'Australie, que ce soit le US Open à New York, Roland Garros à Paris, puis Wimbledon en Londres. Ils sont tous spéciaux. Comme à Wimbledon, là, c'est très classique, c'est comme pique-nique, là, tu te sens là, sur le gazon, habillant tout en blanc, tout. C'est très les traditions, tu les sens très spécial. L'atmosphère dans ce stade-là, à Wimbledon, tu sens, là, c'est très, Plus huppé un peu. Là. prestigieux. Et Ouais. tout Roland Garros, j'ai adoré parce que c'est la terre battue. Moi, j'ai grandi sur le dur.
Mais pour X raisons, j'adore la terre battue parce que les échanges sont plus longs. Il faut que tu varies plus ton jeu. C'est plus un défi de faire ça, puis de bouger plus, tu glisses. Fait que je pense que, puis je me sentais, tu sais, oui, la langue là-bas, tu sais, on parle en français, fait que je me sentais plus comme chez moi et on n'a pas toujours l'occasion de jouer à la maison. Fait que ça me faisait penser un peu à la maison, fait que c'était très spécial. Puis oui, dans le pays des kangourous en Australie, c'était le fun, là, la vibe et tout. Puis US Open, c'est électrique, là. Jouer sur le Arthur Ashe Stadium, c'est bruyant. Je me rappelle quand Lindsay Davenport que je jouais ou Amélie Mauresmo quand j'ai gagné ce match-là, c'était la foule. Tu les sens tellement près parce que le stade est différent des autres grands chelems. Il est plus vers le haut et plus près de toi. Fait que tu entends plus encore. Mais c'est tout, tu sais, des bonnes zones d'énergie. C'est le fun. Hey, ça doit être spécial, c'est vrai. Je l'écoute souvent, ce tournoi-là, justement, parce que c'est vraiment un de mes préférés, peut-être parce qu'on a grandi sur le dur également au Québec. Là, fait que, on dirait les États-Unis, tout ça, mais de voir, l'aéroport n'est pas loin, il y a un gros avion qui passe en plein milieu, la personne envoie sa balle dans les airs, puis ça fait un gros bruit à la caméra. Je me dis, à quel point les joueurs, il faut qu'ils soient concentrés, parce que tu es habitué à Wimbledon, tu entends un chuchotement, puis tu entends l'arbitre « quiet, please ». Vraiment, il faut que ça soit silencieux. Là, tu es au Wimbledon, pas au Wimbledon, au US Open, puis là, c'est bruyant, le monde crie, quasiment envoie des insultes. Les joueurs peuvent s'habiller en noir. On a vu Serena justement avec des brillants, puis tu peux faire ce que tu veux au US Open, il n'y a comme aucun règlement. Oui, c'est vraiment, pour être concentré, ça demande une certaine force mentale là, de faire abstraction des fois des bruits pas nécessaires, c'est certain, là, pour pouvoir vraiment offrir une bonne performance. Ah, effectivement. Je me suis toujours posé une question. La compétition entre vous, entre les joueuses, on entend souvent des histoires que vous n'avez pas tant d'amis sur le circuit parce qu'à l'intérieur, que ce soit dans les vestiaires ou en bordure des terrains, dans les cours de pratique, on sent vraiment une compétition féroce entre les joueuses et qu'il n'y a pas tant de côté amical. Est-ce que toi, tu l'as vécu dur, ce côté-là, ou est-ce que tu as eu des belles expériences? Raconte-nous plus, version de l'interne du tennis. Oui, c'est sûr, c'est certain, il y a une grosse compétition, tu le sens, plus entre les femmes que les hommes. Puis maintenant, ça change un peu plus. On voit plus les filles du circuit, plus souvent aller souper ou faire des activités ensemble. On le voit maintenant, mais par avant, c'était comme plus, tout le monde était à la distance. Moi, je disais bonjour à tout le monde dans les vestiaires et tout ça. Puis des fois, je me tenais plus avec Caroline Wozniacki ou les Radwanska ou les Tchèques, les filles du Tchèque qui sont vraiment plus relax et tout ça. Mais c'est sûr, ils voyagent tous avec un gros entourage, une équipe, puis ils ont beaucoup de pression à emporter des matchs. Fait que, il y en a qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions, donc ils sont très fermés. D'autres, celles qui sont capables d'être plus amicales avec les autres, ils sont plus ouvertes. Mais il faut comme maintenir toujours une certaine concentration à cause que comment que ça te demande de l'énergie, puis le côté mental de tout le temps vouloir performer à ton meilleur. Mais maintenant, c'est plus amical. Je trouve que les filles sont beaucoup plus relax qu'avant, là, vraiment. Puis, tu sais, on se revoit quasiment à chaque semaine, là, même tournoi. À un moment donné, là, il faut que les filles apprennent à mieux gérer leurs émotions, à mieux gérer les situations. Tu sais, il faut apprendre. Puis, je pense qu'avec le temps, ça s'améliore de ce côté-là. Est-ce qu'il y a une joueuse, puis tu n'es pas obligé d'en parler, mais étant donné qu'on est dans un podcast, que c'est un balado, on a de carte blanche. Il n'y a pas grand monde qui écoute, c'est correct. Là. Non, mais tu sais, je me suis toujours demandé, y a-t-il une joueuse qui est plus difficile vraiment, pas juste à affronter, mais au niveau personnalité, pas nécessairement qui est bête ou quoi que ce soit, mais que tu dis, c'est tough de dealer avec elle, là, que ce soit à l'extérieur du terrain ou pendant un match, la poignée de main à la fin. Y a-t-il une joueuse qui était un peu plus difficile d'approche là-dessus? Oui, il y avait certaines joueuses que je trouvais ils étaient beaucoup plus dramatiques, mais ils faisaient ça pas parce qu'ils géraient mal leurs émotions, mais ils l'utilisaient comme stratégie pour te distraire sur le terrain. Fait qu'ils partaient crier ou ils disaient à l'arbitre pour casser ton rythme. Ah, j'ai besoin d'une physio, mais elle avait pas mal. C'était juste parce que tu commençais à mener dans les points. Puis là, elle voulait casser ton rythme. Fait qu'il y avait différentes stratégies comme ça que certaines joueuses utilisaient contre toi, que ce soit les Américaines ou les Européennes. Il y en avait de toutes sortes. Fait que c'est là que, tu sais, des fois, les filles perdaient le match parce qu'ils menaient. Puis là, la fille a cassé son rythme. Puis là, soudainement, il n'y a plus rien qui marche parce que tu étais assis 15 minutes ou 10 minutes à attendre que l'autre, le physio ou quoi que ce soit.
Fait que c'est ça, il y a beaucoup de stratégies là, qui jouent, puis des filles plus dramatiques, mais c'est vraiment pour une distraction, là. Ah ouais, Plus ça, qu'autre on le chose, là. Parce sait. que hors terrain, ils sont bien cool, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça, je le sais, les Sharapova, tout ça, tu sais, au début, ça criait fort, puis c'est quand Ouais, ça frappait à la balle, c'est puis il y a vrai, bien des filles qui s'en plaignaient justement de ça, tu sais, puis ça fait ça. partie de la game, mais en même temps, tu sais, il y en a qui sont un petit peu plus que d'autres, là, tu sais, Raphaël Nadal, une légende, mais on sait tous que Raphaël Nadal, il aime ça, se replacer les couettes Oui, avec il y a le fourchon. ses superstitions, sa routine, tu sais, puis qu'il fait jusqu'à tant d'années, il fait jusqu'à aujourd'hui. Quand on le voit, c'est les mêmes choses. Ils ont été obligés de mettre un cadran pour le, pour le Oui, contrer, ça. c'est vrai. Maintenant, il y a un cadran entre le service. Tu dois te dépêcher à servir, là. Ah, mais il réussit Avant, quand même à c'était le pas faire. comme ça. Ouais. Ah ouais. Ah, Il l'a mais comme raccourci ou il l'a accéléré. ah ouais, vraiment, ouais, c'est ça. Il l'a plus accéléré. Mais moi, ce que je voulais savoir, tu sais, pourquoi il y a autant de toc chez les joueurs de tennis? Tu sais, on regarde Shapovalov avant de faire son service, c'est rendu quasiment une vraie farce. Tu sais, il passe toujours sa balle entre ses jambes. D'un, je Ouais. me demande comment il fait pour le rattraper à chaque fois, là. C'est comme quasiment un automatisme. Mais tu sais, toi, t'en avais-tu un de ces tocs-là, justement, qu'il faut absolument que tu fasses? C'est-tu comme une routine pour éviter de faire une erreur, quoi? Parfois, c'est comme un petit truc que tu donnes pour soit te calmer tes émotions ou reprendre un souffle quand il y a eu un long échange. Des fois, comme tu vois, on va, nous, les filles en arrière, prendre, tu sais, se reconcentrer puis juste visionner notre prochain point, notre stratégie. Fait qu'on retourne en arrière, on souffle, puis on remet, puis on se positionne pour servir ou soit retourner. Hmm. C'est vraiment un truc pour qu'on se donne, là. Puis des fois, quand on est stressé, c'est sûr, peut-être, il essaie de relâcher un peu sa main, Shapovalov, tu sais, en passant la balle, tu sais, des fois, parce que tu sens Ah, ta ben oui. main, quand tu es nerveux, elle devient tendue. Fait que c'est tous des petits trucs que des fois, notre entourage nous dit, ah, essaye ça, voir qu'est-ce qui marche. C'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup plus d'entraîneurs, des entraîneurs mentaux qui t'aident qu'avant dans mon temps. Parce que tout le monde, maintenant, ils en ont besoin, là, parce que sous la pression ou sous la nervosité, tu sais. Fait que c'est plus maintenant populaire, comme des nutritionnistes aussi qui vont Ben oui. venir t'aider, quoi manger, il faut moins. Avant, tu vois, l'alimentation était complètement différente. Tu entendais André Agassi manger des cheeseburgers avant son match. Et tout a André changé, Agassi, tout c'est a un autre exemple. évolué. C'est ça. Les raquettes de tennis ont évolué, les marques, c'est meilleur maintenant, tout. Ça a vraiment évolué de voilà 15 ans, tu sais. Ah, effectivement. Puis on voit le sport, il est tellement plus populaire, il y a plus de monde qui veulent essayer le tennis. Est-ce que tu as déjà senti un peu cette frustration-là que le tennis féminin était peut-être populaire, mais un peu moins populaire que le tennis masculin? Au niveau des bourses aussi, on voit une grosse différence là, du tennis Ouais. masculin au féminin, ce qui est un peu illogique. On s'entend là-dessus, les deux, vous pratiquez le même sport. Vous avez un très bon calibre de jeu. Puis oui, c'est complètement un tennis différent. Le tennis féminin, personnellement, moi, c'est mon tennis préféré. Pas parce que tu es là, mais je vais toujours voir la Coupe Rogers, l'Omnium Banque Nationale m'a fini par m'y faire. Puis du côté féminin, parce qu'il y a plus d'échanges, je trouve. C'est plus Ouais. un peu moins rapide, mais plus d'échanges, plus de variété de coups, un peu moins de puissance. Mais encore là, quand tu vois une fille qui génère énormément de puissance, ça saisit. Là, tu fais comme waouh, c'est impressionnant. Là, puis de voir la qualité des coups, tout ça, c'est. En tout cas, moi, ça m'a toujours impressionné. Mais il y a aussi le côté qui est axé aussi, qu'on le veut ou non, sur la beauté. Parce qu'il y a beaucoup de commanditaires qui vont aller chercher. Pour l'image. Ouais. Ben, c'est ça, l'image de marque. Ouais. C'était tellement important. Est-ce que tu as déjà ressenti un peu cette frustration-là que ton sport avait un peu d'inégalité entre les deux côtés? Maintenant, tu sais, les matchs, comme tu dis, les hommes sont plus populaires d'aller regarder. Des fois, c'est parce qu'il y a des personnes qui disent ah, c'est trop long, des fois, un match de femmes, tu sais. D'autres, ils aiment ça, aller voir des matchs de femmes plus que les hommes parce qu'il y a plus d'action, justement, plus d'échanges. Ah, puis qu'est-ce qu'ils apportent aujourd'hui? Tu sais, mais les hommes, tu sais, des fois, ils font un house, puis tout ça, puis d'autres, ils disent ah, j'ai Ça juste arrête. 1 heure ou 2 heures, puis il faut que j'aille faire d'autres choses. Fait qu'il y a toutes sortes d'opinions différentes. Ben, l'égalité, c'est sûr que les bourses y ont monté maintenant pour les Ouais, femmes. Fait c'est que c'est mieux un pas peu. mal plus égal. C'est sûr que physiquement, on ne peut pas jouer un match de 5-7. Là. On n'est pas bâti comme les hommes, c'est certain. Mais je pense que ce qui a beaucoup changé aussi, c'est que dans mon époque, tu allais avoir des commanditaires par ta réputation puis ta performance. Puis maintenant, sont vraiment, ce qu'on remarque beaucoup sur le circuit professionnel, c'est que les commanditaires veulent beaucoup l'image, les médias sociaux.
Mm. Puis ils vont moins axer comme sa réputation à la joueuse ou ses performances. Des fois, j'ai remarqué une joueuse de l'Europe a eu un commanditaire mais elle perdait tous les premiers tours. Non, mais Parce qu'il c'est. fallait tellement qu'elle se concentre sur son image parce que le commanditaire lui a donné, exemple, un super de grand montant. Puis il veut tout le temps que ça soit ça, comme ça, comme ça. Fait que des fois, tu sais, il y a beaucoup de, tu sais, il y a des avantages, des désavantages qui te nuisent, puis il faut que tu gères. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est un peu ça qui nuit, je pense, en ce moment, plus au tennis féminin, tu sais, puis je vais le mentionner, tu n'es pas obligé de le mentionner, là, mais tu sais, Eugénie Bouchard, c'est un de ces exemples-là, justement, que, tu sais, oui, elle a eu un très beau début de carrière, on s'entend là-dessus, elle a vraiment eu des performances incroyables à sa première saison, mais depuis qu'elle a eu vraiment son gros contrat de commandite avec Nike, on voit vraiment que, tu sais, je ne dis pas que sa carrière est finie, loin de là, elle a encore un beau talent, tout ça, mais peut-être qu'elle met plus d'emphase sur son côté image, justement, tu sais, sur les réseaux sociaux, passe beaucoup de temps également là-dessus, qu'on ne voyait pas vraiment les joueurs autrefois. Peut-être que les réseaux sociaux sont un peu moins présents dans ton époque, là, mais quand même, on sent qu'aujourd'hui, ces joueuses-là qui, comme tu dis, elle perd peut-être tous ses matchs de premier tour, mais elle a encore une commandite. Elle a encore, tu sais, l'image de Nike avec elle. Puis, tu sais, on voyait des joueuses autrefois comme Justine Henin-Ardenne. C'est un exemple qui me vient en tête, là, mais tu sais, c'était une joueuse qui a eu une très belle carrière, qui était longtemps numéro un, mais elle n'avait jamais les mêmes contrats de commandite que des Maria Sharapova et compagnie, tu sais, des Oui, Anna c'est vrai, Kournikova. absolument. Tu sais, C'est qu'on le ça. veuille ou non, c'est axé sur l'image. Puis c'est ça que je trouvais Oui, un peu déplorable, qui nuit à l'image du tennis féminin. ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Puis les filles, des fois, les joueurs se distraient, admettons, ils vont moins aller s'entraîner, ils vont passer moins d'heures sur le terrain parce que les agents ou les commanditaires ou d'autres engagements prennent beaucoup plus de leur temps. Exact. Puis après, ça nuit à leur performance. C'est absolument ça. Le tennis, la clé du succès du tennis, c'est la pratique. Si tu pratiques pas et tu répètes pas à tous les jours, c'est là que tu vas dégringoler dans le classement puis tes performances seront pas aussi bonnes qu'ils Ça étaient. paraît. Oui, Et exactement. ça paraît. C'est ça, on n'est pas, parce que c'est un sport individuel, on n'est pas en équipe. Si on serait en équipe, peut-être on pourrait plus le masquer si on ne file pas ou qu'on s'est moins entraîné. Mais là, tous les yeux sont sur nous sur le terrain, puis on voit son revers, vraiment, il ne fonctionne pas aujourd'hui, par exemple. Effectivement. Y crois-tu, toi, à la rédemption d'Eugénie Bouchard, tu sais, en tant que, mettons, je te parle en tant qu'analyste de tennis, mettons Mhm. plus, y crois-tu vraiment que ça peut un jour revenir à qu'elle peut, parce qu'elle est encore quand même à un âge respectable là, pour revenir à un bon niveau. Est-ce que tu y crois qu'elle peut justement refaire ces belles performances qu'elle avait eues en début de carrière? Je l'ai croisée récemment au stade IGA, puis elle revient de sa blessure à l'épaule. Tu sais, elle a eu sa chirurgie, donc moi aussi, j'avais eu ma chirurgie. Puis là, ça va y prendre un certain temps, c'est sûr, de s'adapter. Combien de temps que ça va y prendre de faire cette transition-là, de revenir, de gagner confiance, d'avoir des matchs, tu sais? Combien de temps que ça? Fait que tout part de là, puis des entraînements. Fait que tout est possible, mais c'est toute la réhabilitation, toutes les sélections de tournois où tu vas rentrer avec les laissés-passer, tout ça. Tout est possible, mais il faut vraiment, tu sais, c'est ça par où qu'elle va passer pour y arriver, là. Effectivement, c'est une longue run, mais tu sais, pour Ouais, revenir, quand tu dégringoles, tu l'as dit toi-même, quand ouais, tu c'est arrives dans pas le. facile. Il faut tout tu recommences de A à Z, tu sais. Surtout quand tu as été haut comme elle, tu sais, elle était dans le top 10 au monde, là, c'est quelque chose, tu es dans le top 10 au monde, puis là, ben, tu n'es même plus classé dans les 100 meilleurs au monde, peut-être même pas dans les 200, tu sais, c'est quelque chose de recommencer par les qualifications aussi, parce que il faut dire, une joueuse qui part directement au tableau principal, c'est beaucoup plus évident. On s'entend là-dessus que ton corps est moins fatigué que quand tu dois faire 3 matchs ou 4 de qualif. Là, Oui, c'est pas la même game. exactement. Donc, c'est sûr que c'est un défi. Oui, effectivement. Écoute, parlant de ta carrière, là, on revient à nos moutons. Là. Du côté des Jeux olympiques de Londres, parle-nous un peu de ton expérience olympique. C'est quand même différent d'un tournoi de tennis traditionnel. Tu as plein d'athlètes mondiaux de tous les sports respectifs qui sont là. C'est gros, là, les Jeux olympiques. Comment tu l'as vécu? C'était très impressionnant d'avoir tous les autres athlètes, les meilleurs athlètes dans leur propre sport et d'être dans le village. Et tu sais, tu vois, tous ces athlètes-là, c'était comme, wow, ils ont vraiment, c'est les meilleurs. Ils ont accompli tellement des belles choses pour être là. Puis tu te sens, tu sais, c'est vraiment un sentiment très spécial et unique que tu sens pas ailleurs dans les autres tournois dans ton sport au Hey, Grand tellement. Chelem.
Ça doit être Ouais, tellement spécial, là. T'as-tu eu le temps ouais, d'aller voir parce qu'on sait que heureusement, tu as été dans des jeux qui n'avaient pas la COVID, fait que tu avais eu ouais. le choix de te déplacer puis de visiter un peu. Avais-tu eu l'occasion justement de voir d'autres sports aux Jeux Nous, olympiques? ils ont décidé de faire le tennis à Wimbledon sur gazon. Ah Fait oui. qu'on était à 2 heures et demie du village, Ah non. puis très loin des autres sports. Fait que j'ai pas eu cette chance-là. Ah, dommage. Mais en tout cas, il n'est Ouais. jamais trop tard. Peut-être qu'un jour, tu vas pouvoir Ben, aller en voir. ça. Ah là là. Hey, écoute, tu me fais penser justement, on a entendu récemment une nouvelle qui a vraiment marqué le monde du tennis et qui a surpris, carrément choqué la planète du tennis féminin. La retraite de Ashley Barty, qui était numéro 1 mondial à un très jeune âge quand même, et qui décide que, je pense qu'à 25 ans, même pas, elle décide Ouais. que pour elle, c'en est assez. Est-ce que de un, tu as compris par quelle étape mentale elle a pu traverser? Parce qu'elle disait qu'elle n'avait plus la motivation nécessaire pour aller continuer à ce niveau-là. Est-ce que tu as déjà traversé ces épreuves-là, puis tu comprends aujourd'hui? C'est très difficile, surtout quand tu viens d'une blessure. Moi, j'ai joué contre Ashley Barty au tout début de sa carrière à Acapulco. J'avais gagné. Puis après ça, elle a pris une longue pause parce que mentalement et tout ça, son corps était comme sa confiance s'était abattue et tout ça. Elle s'est retirée du tennis pendant une couple d'années. Puis après, quand elle est revenue, elle était toute une nouvelle joueuse, en confiance. Son jeu il était super. Puis elle a tellement monté vite les échelons. Elle a gagné plein de tournois. Et c'est sûr, c'était très. Je pense que tout le monde était surpris qu'elle a pris sa retraite si jeune après autant d'accomplissements, numéro un Ben oui, mondial. au Mais top. pour elle, je pense qu'elle a accompli ce qu'elle voulait accomplir. Puis là, elle trouvait plus de motivation pour aller retourner sur le terrain, s'entraîner autant. Puis elle voulait passer à une autre étape, un autre chapitre à un jeune âge comme ça. Puis elle a accompli des choses merveilleuses. Mais c'est sûr que, tu sais, si tu n'as pas la motivation, tu n'as pas le goût d'aller t'entraîner autant, puis faire des sacrifices, puis passer cette routine, tu sais, c'est très quand même intense, là, notre sport, puis tout ce que ça demande. Là, fait que je pense que c'est ça. Elle voulait plus le faire, elle voulait passer à d'autres choses. Tellement. Puis, tu sais, je repense justement à ta carrière. Tu sais, quand tu as décidé de toi-même tirer ta révérence en 2018, c'était surtout en partie à cause des blessures. Mais advenant le cas, mettons, qu'il n'y aurait pas eu ces blessures-là, est-ce que tu avais, si on veut, la charge mentale puis que tout le tennis pouvait t'apporter, tu sais, la pression, puis l'accès sur la performance. Tu sais, on dit que tu as pris ta retraite jeune, mais tu as commencé à un jeune âge aussi. Tu sais, toi, tu n'avais pas une carrière de 8 ans dans ta tête, là. Ta carrière, ça faisait une bonne quinzaine d'années que tu as commencé. Fait que, tu sais, c'est normal un peu que tu étais épuisé. Est-ce que tu avais vraiment la force mentale nécessaire pour continuer si tu n'avais pas eu de blessure? Oui, c'est moi pour ça. J'avais eu une longue carrière. Puis avant, comme dans le temps de Martina Hingis ou Céleste, c'est Anna Kournikova, ils terminaient leur carrière jeune, comme Oui. 22 ans, 23. Puis il y en a certaines comme Martina Hingis qui sont revenues par la suite. Mhm. Mais j'ai eu quand même une longue carrière. Puis cette année-là, en 2018, j'étais près de. Je voulais, tu sais, j'avais reparti dans toutes les qualifications des Challengers parce que j'avais plus de classement quand j'étais revenue de mon épaule droite. J'étais tout près de mon objectif pour cette année-là, c'était être top 100. Fait que je voulais continuer. Je sais que j'y aurais arrivé. J'ai fait des injections de cortisone à quelques reprises pour mon genou. Puis le médecin il a dit, plus que tu donnes d'injections de cortisone, Mhm. ça va rendre le tendon Ouais, fin. ouais. Puis vu que c'est du stop and go sur le terrain, beaucoup de déplacements, éventuellement, le tendon va complètement déchirer. Mhm. Fait que, tu comptes 1 an, après 2 ans de refaire ton classement, tout ça, tu sais. Puis là, mais c'était pas facile de prendre cette décision-là, mais Non, hein? j'étais prête encore à vouloir jouer, c'est certain. C'est un deuil. C'est une forme de deuil à faire Ouais. vraiment, là. Oui, Tu sais, c'en est c'est. un. Puis c'en est un, il faut que tu fasses tu passes ce deuil-là. Puis après, une fois que tu acceptes et tout, là, tu passes à une autre étape là, dans la vie. Puis la vie continue à l'extérieur du sport, tu sais. Effectivement. Est-ce que tu as eu de la facilité à dealer au côté médiatique? Tu sais, vraiment, il y a quand même eu beaucoup d'attention médiatique. Tu as eu des Mhm. commanditaires. C'était quand? Iris, je pense, c'était ça? Oui, Oui, c'est oui. ça. Tu as eu quand même Iris pendant longtemps. Tu sais, puis je veux dire, tu passais souvent que ce soit des commerciaux. Tu sais, on te Mhm. voyait, ton image était beaucoup vue au Québec. Est-ce que tu as eu de la difficulté à dealer avec ça ou pour toi, ça a très bien été au niveau médiatique? Moi, j'étais toujours une jeune fille très timide, gênée dans ma bulle.
Fait que à un jeune âge, il fallait que j'apprenne à accepter l'attention, tu sais, à gérer, tu sais, les personnes, beaucoup de personnes autour de toi. Fait que tranquillement, je me suis comme ouvert de ma coquille, j'ai grandi, j'ai pris de la maturité à savoir comment gérer avec tout ça. Parce qu'au début, j'aimais pas avoir toute l'attention sur moi. Puis surtout, tu imagines, j'étais la seule Québécoise à avoir autant d'attention. Puis, Ouais. fait que c'est certain que j'ai appris avec le temps à mieux, puis à avoir de la facilité à communiquer aussi, puis tout ça. Fait que c'est pour Ouais. ça que maintenant, tu sais, euh, puis je veux redonner beaucoup à mon sport maintenant parce que ça m'a tellement appris de belles choses, là. Mais oui, justement, il faut en parler de ça. Ton après-carrière jusqu'à maintenant semble très bien te sourire. Tu as décidé de lancer ta propre académie. Écoute, parle-nous de cette académie-là. Où est-ce que c'est situé? Pourquoi tu as décidé de lancer en fait ton académie? Puis qu'est-ce qui te motive le plus dans ce beau projet-là? Merci. Je voulais vraiment encourager les jeunes d'avoir un mode de vie sain et actif, partager ma passion, ce que le sport m'a amené, aussi ce que moi j'ai vécu, de le partager. Donc, j'ai ouvert l'Académie de tennis à Bedford, à Montérégie en août 2020. Puis cet été, on va célébrer les 2 ans. C'est vraiment une académie pas basée seulement sur la haute performance, mais c'est pour les jeunes enfants qui commencent à jouer au tennis, ceux qui jouent déjà à l'école pour le plaisir, ou ceux qui vont aller au niveau universitaire ou professionnel. Puis aussi, on a des adultes qui s'inscrivent, qui font des tournois interclubs ou qui vont jouer les seniors en Floride. C'est vraiment pour tous les niveaux, toutes les catégories. Puis normalement, les académies ne sont pas comme ça, c'est seulement pour la haute performance. Fait que je suis tout le temps vraiment, j'ai du plaisir à coacher tout le monde à l'académie, puis on offre différents cours, puis tout ça. Wow, en tout cas, ça donne le goût de s'inscrire. Pour vrai. Ouais, ça me donne le goût d'apprendre le tennis d'une autre façon. Puis, tu sais, il n'y a pas d'âge pour s'améliorer. Hein. Il y a pas Non, de... C'est un beau sport, le tennis. Puis, que, tu sais, je jouais justement, il n'y a pas longtemps, dans une ligue pour le plaisir là, de ma ville où est-ce que j'habitais à l'époque. Et puis, tu sais, à Mascouche, pour ne pas la nommer. Là. Bref, on était comme une gang de gars, mais de plein d'âges différents. Tu sais, je veux dire, il y en avait un qui avait 65, il y en avait un autre qui avait 22. Tu sais, c'était tout mixé. Puis Caroline, Ouais. le gars de 65 ans nous dominait. Ça n'avait aucun sens. Mais pourquoi? Parce qu'il était intelligent dans son jeu, il visait les lignes, il variait bien ses coups, il faisait pas beaucoup de fautes directes. Mais tu sais, c'est ça qui fait en sorte que tu peux compétitionner contre des plus jeunes malgré ton âge qui avance, puis tu peux t'améliorer encore. C'est vraiment un beau sport le tennis quand la santé le permet. Là. Ah ouais, c'est un beau sport et les gens, ils jouent pour le plaisir. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est un sport individuel, fait que c'est différent qu'un sport en équipe, mais c'est vraiment le fun. Ça te fait bouger puis ça te fait du bien mentalement. Un peu comme le golf. Tu sais, ça fait. Je pense, le tennis puis le golf, c'est vraiment les deux sports les plus difficiles mentalement. Je pense là, que c'est à quel point que tu peux faire une petite erreur en claquant des doigts parce que tu sers trop ta raquette ou ton mental n'est pas 100% là. Tu sais, on le voit souvent, qu'est-ce qui fait que les champions reviennent constamment champions. Tu sais, regardez Tiger Woods hier, c'est incroyable. Ce qu'il a traversé, là, c'est fou. Là, ça fait 15 mois que tu n'as pas joué au golf puis tu réussis à te faire une ronde de 71. C'est la force mentale, malgré qu'il souffre, incroyable pour vrai. Ce genre d'athlète-là me fascinera toujours. Puis je pense à des Roger Federer aussi, tu sais, qui ont marqué le tennis, qui sont écopés par les blessures depuis plusieurs années aussi, là, mais on le sent qu'il va revenir. Je ne sais pas pourquoi. Là. Comme l'impression qu'on n'est pas notre dernière surprise pour Roger. Ouais. Ah oui, il veut revenir, Roger. Il veut revenir, c'est certain. Ouais. Non, écoute, je le souhaite. Hey, écoute, tu me fais penser avant que là, je vois l'heure qui file, puis c'est tellement intéressant, je te prendrai pour 3 heures. Mais j'ai une anecdote avec toi, puis tu le sais même pas. Je t'ai déjà espionné, Alexandra. J'ai de l'air de Ah ouais? ouais? Non, pas chez vous, inquiète-toi pas. J'ai déjà espionné. À l'époque, j'allais à l'école dans un DEP à Montréal, et puis on avait fini l'école tôt cette journée-là. Et c'était pendant la Coupe Rogers. Et puis, c'était comme la semaine avant. Tu étais en préparation pour la Coupe directement au terrain. C'était à l'IGA aujourd'hui. Là. À l'époque, il y avait un autre nom. Et puis, tu étais dans les cours aux alentours du terrain. Et puis, comme facile d'accès pour le public. Donc, il n'y avait pas de public vraiment. C'était en plein milieu d'une semaine, là, en plein jour. Fait que moi, je revenais à pied de l'école. Et puis, maniaque de tennis, je savais qu'il y avait des fois des joueurs qui se pratiquaient ici et là. Fait que j'étais arrivé sur le côté du
terrain et je t'avais vu avec ton entraîneur en train de te pratiquer. Et puis, j'avais assisté tout seul dans les estrades à ta pratique au complet. Et puis, ben, en fait, ça m'a donné un cours gratuit. Fait que j'ai pu Ben ouais, t'as écouter ton appris entraîneur. Ben oui, je te jure, je suis capable de faire un revers maintenant à une main grâce à ton entraîneur cette journée-là. au revers classique. Hey, j'étais pas capable. C'est le coup que j'avais le plus de misère. Je gardais tout le temps mon bras trop droit et ça faisait que la balle, elle s'en allait comme, tu sais, veux pas, tu sais, tu donnes un élan vers ce côté-là, puis la balle, elle s'en allait trop par là. Tu vois, la technique, ouais, quand tu améliores ta technique, là, après, là, c'est bien plus Hey, c'est facile. incroyable. Je me souviens, ton entraîneur avait comme dit, ça m'a vraiment marqué de pointer ton coude vers comme la balle, puis c'est vraiment comme après ça que tu déploies vraiment, tu sais, comme ton avant-bras, si on veut. Et puis, c'est après ça, je suis arrivé chez nous, j'ai pris ma raquette dans le sol, j'ai dit, attends, m'a laissé Comment le ça fun. pratique? Hey, là, j'ai vu la différence. Hey, elle s'en va droite, ma balle. Puis, à cette heure, c'est mon coup fétiche. J'utilise tout le temps mon revers à une main. Ouais, Fait que, un gros merci, c'est grâce à toi et ton entraîneur. C'est un bon conseil, hein? T'as Ouais. regardé ça. Ben oui, fait que vous voyez que c'est important d'apprendre des pros puis d'aller à l'Académie Alexandra Wozniak à Bedford, vous allez apprendre davantage. Ouais. Ah là là, fait que hey, pour vrai, un gros merci. Puis y avait-tu un autre projet? Tu me parlais tantôt, c'était-tu le même projet que tu voulais t'impliquer au niveau des Oui, jeunes plus défavorisés? oui, on commence le programme au mois de mai. C'est un programme, ça s'appelle les Futurs As pour venir en aide aux jeunes entre 3 ans à 17 ans qui viennent d'un milieu défavorisé. On va offrir des cours gratuits, des entraîneurs certifiés, puis de l'équipement. Fait que ça, le seul critère, c'est que le revenu familial doit être en bas de 55 000 pour ces enfants-là qui peuvent faire les cours gratuitement à l'académie à Bedford ici. Wow, Fait qu'ils quel peuvent beau projet. s'inscrire sur mon site web. Oui, c'est tellement un beau projet. Tu sais, on voit souvent le hockey Timbits, ces choses-là, tu sais, qui viennent en aide justement aux familles qui ont un peu plus de difficultés. Puis, tu sais, je pense que ça va peut-être permettre à justement, parce que le tennis n'est pas un sport tellement coûteux, c'est plus les déplacements, tu sais, les académies à l'extérieur du pays, tout ça, qui, quand tu arrives à un certain niveau, là, oui, c'est coûteux, mais je veux dire, à la base, tu as besoin d'une raquette, puis tu sais, tu peux en avoir une pas trop chère au Walmart, puis tu sais, des balles, puis tu sais, tu peux commencer à jouer juste pour le plaisir, puis rendu là, pour vrai, là, on va peut-être découvrir un athlète incroyable grâce à ton beau projet. Là, fait que, merci. Merci. écoute, c'est ce qui conclut le podcast d'aujourd'hui, le balado. Il faut vraiment que j'apprenne à dire le terme francophone. Je trouve ça plus beau podcast, je ne sais pas pourquoi. Bref, le balado d'aujourd'hui, ce 10e épisode déjà d'une série de 12 qui mettent en valeur, en fait, les athlètes des Laurentides qui ont réussi vraiment, le sport amateur des Laurentides est vraiment en santé ces temps-ci, mais on reçoit des athlètes qui ont eu des beaux parcours comme toi. Et puis, c'est une série de 12 épisodes qui termine dans 2 semaines. C'est déjà la fin. Bref, ça a été un plaisir de te recevoir, Alexandra. Et puis, j'ai comme l'impression qu'on va se croiser, que ce soit sur un terrain de tennis, en tant que photographe ou peut-être en tant que joueur, qui sait. Absolument, qui sait? Alors, gros merci de ta participation. Avais-tu un mot de la fin en terminant à tous les gens des Laurentides qui nous écoutent? Je vous souhaite de découvrir notre beau sport. Vous allez aimer ça. Écoute, c'était une belle fin, ça, tout en douceur, parfait. Alors, un gros merci à tous d'avoir été présents pour ce 10e épisode du balado Sport amateur, les Laurentides en action, présenté par le journal Nord Info ainsi que le journal L'Éveil. Et aujourd'hui, avec la merveilleuse collaboration de Décathlon Boisbriand, situé au Faubourg Boisbriand, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à aller les encourager. Ils viennent tout juste de recevoir, comme je disais, leur toute nouvelle gamme de vélos hybrides de montagne et de route. Bref, il y en a pour tous les goûts. Allez les voir, des gens passionnés qui sont là pour vous aider. Alors, un gros merci à tous et puis on se voit dans un prochain épisode.